Oui, Monsieur Safar. Monsieur le maire, mes chers collègues, 4 ans et 7 mois, c'est le temps qu'il nous aura fallu, ici, au sein de notre Assemblée, pour que nous puissions débattre de la politique de prévention et sécurité de la ville sur la base d'une délibération portant sur la question. Il aura en fait fallu un été dont la teneur en événements dramatiques et violents nous a profondément marqués et choqués. Quand je dis « nous », je sais que tout le monde partage ce choc ici sur les bancs de l'Assemblée, mais a aussi profondément marqué et choqué les habitants de notre ville et de notre agglomération, avec son lot de récupération politique nauséabonde ou de propositions qui ne pouvaient s'appuyer que sur des a priori concernant l'action ou le manque d'action supposé de la ville-centre. À ce propos, d'ailleurs, il est frappant de voir que, comme d'habitude, même quand les faits dont il est question n'ont pas lieu sur le territoire de la ville, c'est la ville de Grenoble qui est pointée. C'est une première responsabilité qui nous incombe. Ça n'est pas toujours facile ni agréable. Et nous l'avions vécu déjà lors des dramatiques et terribles événements des Chirolles, qui avaient vu la mort dans des conditions que je ne rappellerai pas ici de 2 jeunes gens pour des regards, qui prouvent déjà que cette question de violence, en effet, ne date pas d'aujourd'hui et qu'elle est bien inhérente à une évolution de la société que nous devons affronter collectivement pour la nommer et pour tout faire pour la traiter. Dans ce déluge médiatique de cet été, car il s'agissait bien de cela à un moment, notre groupe a choisi d'abord de ne pas réagir à chaud. Ça n'était ni le moment, ni le bon ton. Il fallait d'abord marquer notre solidarité à l'égard des familles et ensuite voir comment nous pouvions organiser un débat ici, au sein du conseil municipal, ce que nous avons demandé. Nous avions d'ailleurs demandé que ce débat puisse être partenarial d'une certaine façon, en présence au moins du partenaire essentiel, et la première adjointe l'a dit en terminant son propos, de la politique de sécurité, c'est-à-dire l'État. Ce soir, ce débat a donc lieu, mais sans la présence d'aucun des partenaires. Ont-ils seulement été sollicités? Sinon, pourquoi? Ce serait bien que vous puissiez nous le dire. Si oui, et ce serait plus embêtant, pourquoi ne sont-ils pas présents aujourd'hui? Vous n'avez pas été trop longue, Madame la Première Adjointe, car ce sujet mérite d'être précis, et je pense que vous avez pu développer en effet les outils qui sont les vôtres. Mais sincèrement, un même temps de parole donné au préfet ce soir, voire au procureur de la République, dans ce cadre-là, n'aurait pas été du temps perdu, ni pour notre Assemblée, ni pour les gens qui nous écoutent. Alors c'est vrai, ça fait des débats longs, peut-être un peu lourds à organiser. Je ne sous-estime pas la difficulté de mobiliser des agendas comme ceux-ci, mais sincèrement, si nous voulons justement faire passer le message que la ville ne peut pas tout et qu'elle n'est pas compétente sur tout, il faut aussi que lorsque nous en discutions, les principaux partenaires puissent débattre avec nous. Cette première question est donc loin d'être anodine ou secondaire, parce que c'est bien le cœur de la politique de prévention et de sécurité, qui est essentiellement partenariale, dont il est question là. Entendre l'ensemble des acteurs, ceux qui sont mobilisés sur cette question, auraient été plus que bienvenus. C'est donc à nos yeux une première occasion manquée. Le deuxième constat que nous faisons ce soir est lié à la lecture de la délibération. Et je dirais plus à la lecture d'ailleurs qu'à l'audition, ou plus exactement à l'écoute de votre propos, Madame la Première Adjointe. Parce qu'à la lecture, il y a un constat, le terme est un peu fort, mais c'est le seul que j'ai trouvé, vous en trouverez peut-être un meilleur, de malaise lié à la forme de la délibération. La délibération, en effet, ne donne aucun élément de contexte et de diagnostic initial pour évaluer ou bien comprendre en quoi l'action de la politique de prévention et de sécurité de la ville répond à des objectifs clairs, définis et justement partagés par nos partenaires. C'est dommage parce qu'il aurait été judicieux de rappeler que la ville joue un rôle de coordination, que le maire a un pouvoir qui ne se limite plus depuis plus de 20 ans à la seule police administrative, et qu'en effet, il a le pouvoir d'interpellation
des partenaires de politique de prévention et de sécurité et que son rôle est central. C'est dommage parce que sans jouer le jeu qui a été parfois le vôtre, ou du moins une tentation qui a été la vôtre depuis plus de 4 ans, c'est-à-dire celui de la défausse ou de la patate chaude, cela aurait permis de dire simplement quelques points essentiels. D'abord, quel est le niveau de violence de notre ville et de notre agglomération par rapport aux territoires comparables? Parce que cette question de la violence n'est pas que grenobloise, elle est nationale, européenne sans doute, mais avouons quand même que la France, depuis plusieurs années maintenant, est marquée par des flambées de violence prenant parfois la forme d'émeutes urbaines, mais aussi de plus en plus de phénomènes de violence gratuite et d'atteinte aux personnes, qui sont souvent très frappants, qui marquent l'opinion, et qui rendent l'action en matière de politique de prévention et de sécurité extrêmement compliquée à exposer posément, avec des échelles de temps qui ne sont pas celles de l'opinion publique, souvent chauffées à blanc, et par les réseaux sociaux, et par un phénomène très simple, qui est le phénomène de la surinformation liée aux médias et aux chaînes d'infos, qui ont trouvé là un sujet extraordinaire. C'est-à-dire que ce week-end, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, il ne faut plus aller vivre à Montceau-les-Mines, éventuellement ne pas aller au match de foot de Vénissieux, surtout ne pas aller à Halloween dans les rues de Lyon. Bref, le tableau qui est fait de notre pays par ces médias-là est souvent très anxiogène, sans qu'en face, il soit possible au pouvoir public de pouvoir répondre posément en disant exactement, non seulement quel est l'état de la situation, elle n'est pas excellente, mais aussi ce qui va mieux. Et il y a au moins une chose que nous pouvons dire, c'est que même si notre société connaît un moment de violence, et c'est terriblement paradoxal ce que je vais dire, jamais nos sociétés modernes n'ont pu à ce point, en termes de comparaison, être considérées comme aussi sûres par rapport à ce que nos aïeuls, ou même avant, ont pu connaître dans les villes. Donc il y a bien là un paradoxe qu'il faut savoir expliquer, qu'il faut savoir débattre, présenter. La deuxième chose, c'est que cette délibération manque au moins de présentation des tendances chiffrées sur les sujets qui inquiètent légitimement les Grenoblois, à savoir l'évolution des cambriolages, des vols avec violence, des atteintes aux personnes, des homicides, bref, j'en passe. Vous connaissez ces chiffres, Madame la Première Adjointe, et c'est vrai que vous les avez, tout comme d'ailleurs Monsieur le Procureur de la République qui les expose tous les ans. Il aurait été intéressant, là aussi, de pouvoir faire ce travail de diagnostic via cette délibération. Cette absence, excusez-moi, mais ma voix risque de flancher, vous l'aurez compris, je suis un peu malade, donc je vais essayer de tenir. Cette absence d'éléments de contexte ne vous permettent pas d'évoquer 3 points importants à nos yeux que nous devons avoir en tête, tous ici ce soir, et qui sont loin d'être anodins. La ville et l'agglomération n'échappent pas à ce phénomène national que nous venons d'évoquer. Cette violence, pour ne pas dire cette ultra-violence, gratuite, inquiète, et elle inquiète même les élus. Deuxième point, c'est que la ville de Grenoble et l'agglomération connaissent une situation de tension particulièrement forte qui est liée à la présence et à la prégnance d'une économie parallèle relative au trafic de stupéfiants florissant, et ça ne date pas de 2014, qui confère à notre territoire une marque, avec beaucoup de guillemets, particulière. Ce marché est florissant, parce que si l'offre est là, la demande aussi. Et cette demande est liée à la sociologie et à l'économie du territoire. Ceux qui font mine d'expliquer, ici ou à l'extérieur de cette salle, que ces nouveaux sont au mieux des ignares de l'histoire du banditisme grenoblois, au pire, et je penche plus pour cette solution, des démagogues en mal de sensationnel. Sur ce point, il faut aussi savoir évoquer la situation géographique de notre ville, pas très éloignée de certaines frontières qui comptent quand on parle de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent. Il faut aussi évoquer, et vous l'avez fait, Madame la Première Adjointe, le rôle des mafias sur notre territoire, et j'utilise ce terme à dessein, qui depuis des années mériterait ainsi d'être évoqué clairement, car il n'y a pas de trafic sans réseau, sans organisation, sans corps d'hommes et de femmes dont l'activité principale va de la production à l'acheminement,
puis à la vente du produit fini et au blanchiment des revenus issus de cette vente-là. Le troisième point, c'est que la ville de Grenoble n'a pas plus que d'autres communes en France, la compétence qui lui permettrait de lutter seule contre ces fléaux, et vous l'avez dit. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a aucun rôle, mais éclairerait autrement le colossal manque de moyens que l'État, sauf quelques parenthèses malheureusement trop rapidement refermées, que l'État, donc, n'a pas manqué lui-même de finir par reconnaître sur le territoire grenoblois. La police nationale est en sous-effectif et en sous-équipement chronique dans notre ville depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai encore le souvenir, en 2008, lors de ma prise de fonction, je suis désolé d'en parler, mais je crois que c'est intéressant de l'entendre, de mon premier échange avec le DDSP de l'époque, qui me disait qu'il avait fait le rapport du ratio du nombre de policiers, nombre d'habitants, en 2008 par rapport au passé. Et qu'en 2008, nous avions moins de policiers par habitant à Grenoble que lors des Jeux Olympiques de 1968. Sincèrement, la société n'était pas la même. Les problèmes que nous devions affronter n'étaient pas les mêmes. Et déjà, nous étions en difficulté. Je pense que Marie-Josée Salas se souviendra aussi de cet hiver 2010 où, faute de pneus neige, la police nationale avait dû patrouiller dans les véhicules de la police municipale, qui, elle, était équipée de pneus neige, un soir où la neige était très présente sur Grenoble, et où, depuis 2 nuits, les cambriolages explosaient, tout simplement parce que ces gens-là sont malins, ils savent et ils voient très vite quand il n'y a pas de présence policière, et ils agissent. Ça peut prêter à sourire, mais ça montre bien que parfois, nous sommes amenés à lutter contre des problèmes qui sont des problèmes d'une gravité et d'une lourdeur extraordinaire, avec un État dont les moyens dédiés à cette lutte-là sont totalement, ou ont été totalement insuffisants. Je ne vous cache pas, monsieur le maire, madame la première adjointe, que la démission rocambolesque du précédent ministre de l'Intérieur, quelques jours après les annonces qu'il a faites à Grenoble, nous inquiète quand même sur le suivi de ces annonces. Donc ce soir, nous vous le disons très clairement, nous sommes obligés de nous en remettre à vous, au maire d'Échirolles et à l'ensemble des élus. Vous savez que vous pourrez compter sur nous. Nous l'avons montré lors du dernier conseil avec le vote du vœu que nous avions proposé, pour que la pression reste forte et que l'État tienne ses engagements. Je rejoins Mathieu Chamussy sur un point. Les moyens en termes de police ne sont pas suffisants en termes de réponse. Il faut aussi que la ministre garde des Sceaux prenne des engagements sur des moyens dédiés à la justice à Grenoble, sinon le travail ne sera pas suffisant. Tous ces éléments de contexte sont donc absents à nos yeux de votre délibération et nous ne savons pas quels éléments de diagnostic partagés pourraient être les nôtres ce soir, même si votre propos liminaire, madame la première adjointe, nous a permis d'y voir peut-être un peu plus clair. Face à cela, votre plan d'action apparaît en fait pour ce qu'il est, une succession d'outils dont vous avez la maîtrise parfois totale, parfois partenariale, outils qui doivent vous aider à agir pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Et je suis totalement d'accord avec vous lorsque vous évoquez les 2 problèmes essentiels, à savoir la lutte contre le bruit, qui est souvent oublié de nos politiques publiques, et le trafic de stupéfiants et ses conséquences. Il y a un 3e problème, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est souvent aussi absent de nos politiques de sécurité et qu'il faut savoir évoquer, il est plus intime. Après ce constat-là, vous auriez pu exposer le rôle clair et peut-être renforcé que vous entendiez jouer avec nos partenaires sur les sujets d'actualité que vous comptiez porter. Et sur les CLSPD en particulier, je vous ai entendu. Vous avez organisé 2 CLSPD pléniers depuis le début du mandat, il y en a un 3e en cours. Je ne sous-estime absolument pas la difficulté qui consiste à monter ces réunions et donc à rassembler l'agenda du préfet, du procureur, du DDSP, du maire, au moins ces 4 personnes-là et des personnalités invitées. Mais le CLSPD plénier,
n'est pas uniquement ce que vous en avez dit, Madame la Première adjointe. C'est vraiment ce que vous avez décidé d'en faire. Et vous avez évoqué plusieurs sujets que vous pouvez porter justement à cette occasion devant le préfet et le procureur comme étant vos priorités pour en discuter avec eux. C'est la lutte et la prévention contre la violence, c'est la lutte contre l'exploitation insupportable que constitue la prostitution, qui explose dans certains quartiers, qui crée des situations de tension avec les habitants absolument invivables, et les problèmes collatéraux que cela pose. Il faut le dire ici, avant toute chose, la prostitution est une exploitation qui doit être combattue comme telle, et c'est peut-être le seul point de désaccord que je m'autoriserai avec certains propos publics du procureur de la République, mais ça n'est pas la première fois qu'il le dit, il le dit faute de moyens justement. On ne peut pas ne pas lutter contre la prostitution, parce que derrière la prostitution, il y a les mêmes réseaux que derrière les réseaux de trafic de stupéfiants, peu ou prou. Et il faut pouvoir le faire, non pas pour désigner à la vindicte ces jeunes filles et parfois ces très jeunes filles mineures qui sont sur les trottoirs de nos villes, mais pour attaquer celles et ceux qui vivent de ce trafic d'humains, trafic qui est certes le plus vieux métier du monde, mais après tout, on peut aussi faire changer les métiers et le monde et dire que nous pouvons passer à autre chose. Enfin, la situation des trafics et des quartiers, vous l'avez dit, peut être portée lors de ces CLSPD pléniers. Je ne doute pas qu'il le soit, et qu'il le soit aussi lors des CLSPD de secteur. Ces réunions sont donc lourdes. À notre avis, vous l'avez insuffisamment utilisé l'outil. Il aurait été, à nos yeux, intéressant de connaître ce soir les sujets que vous souhaitez y porter le 28 ou le 18 novembre, je ne sais plus, pour le prochain CLSPD, pour savoir si justement certains sujets allaient faire l'objet d'un débat avec les personnes concernées. Vous avez aussi les outils que vous n'avez pas évoqués, des CLSPD thématiques et temporaires, voire sectorisés et temporaires, que vous pouvez déclencher. Il suffit que le maire les demande. En général, les préfets et les procureurs ont beaucoup de mal à les refuser. Vous auriez pu exposer la nouvelle organisation du service prévention de la délinquance, dont je connais le très grand dévouement et professionnalisme. Celui-ci est passé de 3 chargés de mission à 2 chargés de mission, en plus du chef de service, en 2017. Il aurait été intéressant, au-delà des évolutions de mission des uns et des autres, qui peuvent, sur le papier, rendre cohérente cette baisse de moyens, il aurait été intéressant que vous nous expliquiez quelles étaient leurs missions au quotidien, quelles étaient les priorités qui étaient les leurs et quelles priorités vous alliez leur donner dans les mois qui viennent. Ils ont en général beaucoup de travail, mais ils ont surtout un rôle essentiel qui est celui du contact avec les unions de quartier ou avec les collectifs qui se montent avec les habitants lorsque ceux-ci le font, et vous en parlez dans votre délibération. Vous auriez pu aussi nous dire sur la centaine de policiers municipaux théoriquement en poste, si nos difficultés de recrutement étaient réelles ou pas, et ça n'est pas un problème de le dire. Vous l'avez évoqué rapidement, je suis désolé, mais à ce moment-là, on me parlait, donc j'ai peut-être mal compris ce que vous disiez. Il y a parfois des concurrences, même au sein de la métropole, pour faire en sorte que les régimes indemnitaires des polices municipales soient plus favorables ici ou là, qui font qu'on a plus de mal à recruter à Grenoble que dans d'autres villes de la métropole. Il y a aussi une évolution qui est liée à la professionnalisation des polices municipales, qui font que, par exemple, aujourd'hui, nos policiers municipaux sont très souvent d'anciens gendarmes, d'anciens militaires ou d'anciens policiers nationaux, ce qui ne manque pas de sel quand derrière, nous, élus locaux, leur expliquons les yeux dans les yeux qu'il faut professionnaliser leurs fonctions. Vous auriez pu aussi, au-delà de l'exercice de style qui peut prêter à sourire et qui consiste à additionner toutes les caméras de vidéosurveillance publique possibles sur le territoire, en mélangeant allègrement les différentes missions qui sont les leurs, la circulation, la protection du patrimoine, le réseau de transport et bien d'autres, expliquer pourquoi vous mainteniez aujourd'hui votre décision de ne pas renforcer ce réseau. Cela aurait été très intéressant au moment où, avec le développement de cœur de ville, cœur de métropole, la surface piétonnière du centre-ville s'étend fortement et que ces espaces publics, les espaces piétonniers, sont souvent des lieux où aujourd'hui le recours à la vidéo est reconnu comme utile. Il ne s'agit pas de condamner, ou il ne s'agit plus
de condamner ou de magnifier l'outil, mais de savoir où et à quoi il pourrait être utile. Il y a une utilité sur laquelle nous pouvons, au moins je l'espère, nous mettre d'accord, c'est la capacité d'aide à l'élucidation qu'offre cet outil. Il serait temps qu'au moins, sur cette question, chacun accepte de prendre le débat dans ce sens-là. À quoi, où et dans quelles conditions cet outil est-il intéressant et peut-il être développé? C'est une question qui mérite peut-être que nous puissions prendre un peu de temps. Vous auriez pu aussi nous expliquer pourquoi, au-delà d'un arrêté préfectoral pris en 2013 sur la fermeture des débits de boissons, qui ne nous a pas fait sauter de joie, je vous le dis tout de suite, sur la fermeture à 2 heures des établissements de nuit, il a été choisi d'abandonner le travail partenarial de la Charte de la qualité de la vie nocturne. J'ai entendu certains éléments ce soir qui sont des éléments de réponse. Mais après tout, l'outil était-il mauvais ou simplement trop lié à une histoire politique précédente, parce qu'il était avant tout un outil de partenariat, avant tout un outil de dialogue, avant tout un outil qui permettait justement un travail de prévention. Vous auriez pu enfin évoquer en positif l'évolution et l'amélioration des moyens dédiés à la prévention spécialisée sur le territoire de la ville, grâce à l'action de la métropole et à la volonté commune partagée entre la ville et la métropole, qui a récupéré ces compétences-là, et la volonté que vous avez de réfléchir, quand on parle de prévention spécialisée, à partir des publics et non plus seulement et uniquement à partir des territoires, des quartiers, et donc de sectoriser encore une fois ces politiques publiques qui, on le voit bien, sont nécessaires pour l'ensemble de nos quartiers et parfois pour un nombre de nos jeunes de plus en plus grand. Cette délibération est donc à nos yeux une occasion ratée. J'allais dire peut mieux faire, mais je ne veux pas paraître méprisant parce que ça n'est pas le sens du propos. Vous avez engagé des actions qui, pour certaines, et c'est normal, relèvent de la continuité, pour d'autres, de points que vous avez renforcés, comme l'éclairage public, sans nous dire quel nouveau lieu vous avez ciblé éventuellement pour les mois à venir, et c'est dommage. Vous avez institutionnalisé, plus que précédemment, le travail de prévention situationnelle, qui est utile, mais parfois quand même pose la question d'une bunkérisation potentielle de l'espace public. J'ai le souvenir de réunions avec certains membres de la DDSP à Grenoble, qui, si nous les avions écoutés, nous demandaient de raser à peu près tous les bosquets du quartier Malherbe qui les gênaient dans le cadre du travail de surveillance qu'ils avaient à faire. Attention aux effets aussi parfois pervers de la prévention situationnelle, mais je pense que, et vous et les services, y êtes attentifs. Vous avez renforcé et réussi un travail de prévention sociale là où c'était utile, et l'implication des bailleurs sociaux, indispensable en la matière, est un point très important. Là aussi, il aurait été intéressant de tracer les perspectives en termes de moyens et d'actions. Vous agissez avec vos moyens sur le très délicat dossier de la violence faite aux femmes, même si le problème de la prostitution, qui en est une, et je l'évoquais tout à l'heure, mériterait peut-être une action partenariale plus forte, je l'ai aussi dit. Mais ce n'est pas votre responsabilité première. Toutefois, vous êtes présent. Je note toutefois au passage, et c'est ce point-là que je voulais évoquer devant vous tous, mes chers collègues, parce que c'est, à mes yeux, une absence dans le radar de nos politiques publiques de sécurité au niveau local qui est incompréhensible pour moi. Je note au passage qu'il n'y a pas un mot sur les violences intrafamiliales dans la délibération et sur le travail de prévention que nous pourrions faire sur ce dossier-là. Nous ne sommes pas en compétence centrale sur ce dossier. Je sais quels sont les travailleurs sociaux, quels sont les services de police qui sont amenés à travailler sur ces dossiers-là. Nous savons aussi que le soir, par exemple, ces questions lourdes, dramatiques parfois, et souvent très violentes, génèrent pratiquement 60 à 70% des appels et des interventions de police-secours. Ça avait baissé au moment des attentats, ça avait été un des constats qui avait été fait nationalement. C'est revenu de façon assez massive depuis un an, et je pense que malheureusement notre commune, notre territoire n'échappe pas à ce sujet-là. Quand je vous dis qu'il n'y a pas un mot, ça n'est pas pour vous dire vous ne faites rien. C'est que je pense qu'il faut aussi que nous disions aux Grenoblois que c'est un sujet sur lequel nous, élus locaux de la République, sommes extrêmement mobilisés. Et parce que ces violences-là sont aussi le début d'un climat qui, au sein d'un territoire,
qui, au sein d'un lien social, quand on parle d'un lien social que nous voulons maintenir ou renforcer, génère des dégâts absolument considérables. Dégâts qui ne sont pas toujours visibles, mais qui, chez les jeunes enfants, par exemple, de ces ménages, vont avoir des incidences absolument dramatiques. Et malheureusement, beaucoup de ces jeunes enfants sont ensuite ces adolescents avec lesquels nous avons des difficultés. Il y a un travail important à faire. Je pense que vous le faites via la médiation scolaire et quand vous évoquez les attentions aux ruptures de parcours, je sais que c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif. Ça aurait peut-être mérité d'être précisé. Prenez mon interpellation dans ce sens-là. Enfin, votre plan d'action, puisqu'on nous demande de voter un plan d'action, à nos yeux, ne peut pas se limiter aux 2 actions annoncées clairement pour 2018. L'étude de santé publique sur les conduites addictives, elle est très utile. Et la mise en place d'une cellule de veille jeunes majeurs, après ce que je viens de dire entre autres, elle est aussi très utile. L'utilité de ces actions n'est pas en cause, mais nous devons donner aux Grenoblois des perspectives en termes de moyens et d'actions. À nos yeux, c'est ce qui manque dans cette délibération. Nous le regrettons, même si nous ne voulons pas prêter le flanc à celles et ceux qui, sur la question de la sécurité, jouent toujours au pyromane, sans se soucier des conséquences et des dégâts. Le déni n'est plus possible devant une situation alarmante à bien des égards. La ville doit jouer son rôle pleinement, mais la responsabilité première est celle de l'État, et c'est à celui-ci de mettre en place les moyens nécessaires. Je vais terminer. La politique partenariale doit être rendue visible pour que les Grenoblois sachent ce qui est fait, ce qui va l'être, ce qui fonctionne ou pas, ce qui va être fait dans les mois qui viennent, et quel diagnostic effectuons-nous de façon commune. Pour conclure, je dirais 3 choses. La première, c'est qu'évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Une politique publique, ce n'est pas une succession d'outils ou de dispositifs. Nous devons partir d'une analyse claire, partagée de la situation, pour savoir exactement ce que nous voulons et ce que nous pouvons faire. Nous n'y sommes pas, à nos yeux, si nous nous référons à cette seule délibération. La deuxième chose, c'est que nous devons refuser le populisme ambiant, qui fait que certains ont pu comparer Grenoble avec une ville américaine des années 20, qui relève du délire absolu. Très sincèrement, mes chers collègues, utiliser ce genre de formule, c'est assommer encore plus les Grenoblois alors qu'ils sont dans la difficulté par rapport à ce dossier-là. Non, Grenoble n'est pas Chicago. Grenoble a quelques similitudes avec Marseille sur le trafic de stupéfiants et ses ramifications, on peut le dire. Non, Grenoble n'est pas une ville où on se fait tabasser, tirer dessus à tous les coins de rue. Et j'ai eu exactement la même expérience que vous, madame la première adjointe, mais avec 5 ans d'avance. En 86, quand je suis arrivé de Lyon, on m'a expliqué que surtout il ne fallait pas traverser le parc Paul Mistral, le jardin de ville, qu'il fallait éviter d'aller à la Tronche à pied, qu'éventuellement aller à Villeneuve et à Mistral relevait de l'expédition absolument aventureuse et que cette ville était absolument épouvantable. J'y vis maintenant depuis 30 ans, je m'y déplace sans difficulté. Peut-être ai-je eu de la chance, mais je connais aussi les difficultés de cette ville et celles que nos concitoyens peuvent rencontrer dans certains quartiers ou dans d'autres, sachant qu'en général, et nous ne le disons pas beaucoup non plus, c'est quand même le centre-ville qui attire en temps normal le plus de difficultés parce qu'il est attractif et que les gens y viennent et que c'est là qu'il y a le plus de difficultés. Le deuxième point, c'est que nous ne pouvons pas faire comme si Grenoble vivait dans un environnement un peu sous cloche. Et quand on voit qu'un candidat dans un pays sud-américain a été élu en promettant la légalisation du port de l'arme, ça en dit beaucoup sur la société dans laquelle nous vivons. Certains élus dans votre majorité, qui étaient dans une majorité commune à nous il y a quelques années, je m'en souviens encore très bien, revenaient avec des étoiles plein les yeux de Porto Alegre, en nous disant c'est formidable. Ce qui se passe là-bas, c'est la réinvention de la démocratie. C'est la réinvention des rapports humains. Et il faut aller dans ce sens-là. Ce même pays, 20 ans après, ou presque 20 ans après, bascule dans un trumpisme sud-américain qui ne peut pas ne pas nous alerter sur des tendances qui n'ont rien à voir avec le débat local et qui malheureusement impactent nos débats. Le troisième point, et c'est le dernier, nous devons nous rassembler sur cette question autant que possible. Et nous devons créer les conditions de ce rassemblement. Ce débat ne peut pas
après ce que je viens d'évoquer en termes de danger populiste, ne peut pas et ne doit pas être un débat qui alimente les surenchères et qui inquiète encore plus nos concitoyens. Derrière vous, monsieur le maire et madame la première adjointe, il y a 3 mots: réconcilier, protéger et innover. Réconcilier, ça ne dépend pas que de cette assemblée, mais nous pouvons y contribuer par le ton de nos débats. Nous pouvons être fermes sur le fond, affirmer nos désaccords, faire attention à ce que ces désaccords ne prennent pas sur la forme une tonalité insupportable. Protéger, c'est bien le rôle que la ville peut se donner, entre autres, à l'égard de ses concitoyens, quel que soit leur âge, leur situation socio-professionnelle ou leur quartier. Innover, eh bien, c'est peut-être savoir comment nous travaillons quand il y a des rapports comme celui de la rentrée parlementaire qui mettent devant le fait accompli, si on suit cette logique-là, les collectivités en les intégrant totalement à une logique de sécurité nationale et en exigeant d'eux l'armement des polices municipales et finalement l'intégration de ces services-là à une politique qui ne serait plus définie uniquement par le maire sur sa commune. Il y a donc là aussi des sujets qui auraient mérité que vous puissiez ou nous puissions nous exprimer ce soir. Voilà ce que nous devons faire. Nous garderons quant à nous le cap. Il n'est pas question de tomber dans une espèce de surenchère permanente et nous souhaitons voir comment les Grenoblois peuvent être rassurés et surtout rassurés sur un point. Des politiques publiques sont mises en place par l'ensemble des partenaires sur ce territoire. Elles ne réussiront pas toutes, elles ne régleront pas tous les problèmes. Il y a d'autres questions. Vous avez parlé de la légalisation à certains moments du trafic de cannabis. C'est une vraie question, mais ce n'est pas cette assemblée-là qui peut l'ouvrir seule. Mais sincèrement, je crois que Grenoble a les moyens humains, intellectuels et matériels de résoudre cette question au-delà de la seule soirée de ce soir.